Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans French Fries. Je suis Audrey, je vis à Dubaï depuis 2019. Au fur et à mesure de mes rencontres ici, j'ai souvent été impressionnée par ces femmes qui partent s'installer seules à l'étranger. J'ai donc eu envie dans ce podcast de mettre en lumière le parcours professionnel et parfois personnel de ces femmes inspirées et toujours inspirantes. Et si depuis la France ou ailleurs, ne serait-ce qu'une jeune femme, ou moins jeune d'ailleurs, se sent rassurée quant à son envie d'expatriation après nous avoir écoutés, alors mon contrat sera déjà largement rempli. Bienvenue dans French Fries. Bonjour Lorraine. Bonjour Audrey. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venue en plein milieu de ta semaine de boulot que je sais très chargée. J'avais très envie de t'avoir dans mon podcast parce que tu as un parcours que je trouve hyper intéressant dans le monde de la beauté que j'ai pas encore abordé dans les épisodes précédents. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire donc ton prénom, donc Lorraine, ton âge et depuis combien de temps tu es à Dubaï, s'il te plaît? Oui, déjà merci beaucoup Audrey de me recevoir sur le podcast. Donc je m'appelle Lorraine, j'ai 29 ans et je suis à Dubaï depuis maintenant 6 ans et demi. 6 ans et demi, ok, donc presque pareil que moi. Et donc juste je déroge à ma règle pour la deuxième fois parce que tu es arrivée en couple à Dubaï, oui. Tu n'étais pas seule, mais ton parcours professionnel, tu l'as développé toute seule, donc c'est pour ça que je tenais quand même à t'avoir. Exactement. Donc du coup, est-ce que tu peux déjà nous expliquer quel est ton métier actuel pour commencer, ouais. Et après, comme ça, on pourra aborder ton parcours plus en détail. Donc, je suis la fondatrice de Godia Beauty, qui est une marque de produits pour les cheveux à base de dattes que j'ai créée pour les femmes de la région pour répondre à des problématiques très spécifiques. Ok, et tu l'as créée il y a combien de temps maintenant ? Alors, j'ai lancé un premier prototype il y a 4 ans, okay. Mais nous avons vraiment lancé la marque en janvier 2025. Ok, oui, donc ça fait une petite année. Oui, exactement. Okay. Et est-ce que tu as toujours été dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde de la beauté ou pas du tout ? Non, pas du tout. Donc, j'ai commencé ma carrière à Paris dans le milieu du conseil, en finance et en stratégie. Ah oui, donc aucun rapport avec... Rien à voir. J'ai commencé ma carrière à Paris et j'ai décidé de déménager à Dubaï. Pourquoi à Dubaï ? Parce que mon copain de l'époque, qui est maintenant mon mari, était venu faire une année d'échange à l'international. Et j'étais venue le voir à l'époque, j'avais 20 ans à peine, et j'avais trouvé que c'était un milieu qui était vraiment génial, les opportunités, l'entraide entre les personnes, une vibe entrepreneuriale qui m'a beaucoup plu. D'accord. Donc j'ai toujours eu en tête de travailler une année à Paris, et ensuite de déménager à Dubaï. Ah ok, c'était un plan... Parce que t'es pas originaire de Paris à la base. Pas du tout, je suis originaire d'à côté de Montpellier. D'accord, donc, de la France, donc tu t'étais dit 1 an à Paris et après t'avais déjà cette envie de partir à l'étranger ou c'est vraiment quand t'as découvert Dubaï ? Ok, donc ça a confirmé ton envie de t'expatrier. Oui, et ça a coché toutes les cases dans le sens où c'est une région qui est très dynamique, en développement, qui nous offrait des opportunités de carrière. Mon mari, ancien sportif de haut niveau en planche à voile, avait besoin d'être proche de la mer. Et proche quand même de la France. On peut rentrer facilement pour Noël, les fêtes. Donc ça a coché toutes les cases, pro et perso. Ah, mais c'est chouette. Ok, et du coup, quand t'es arrivée à Dubaï, est-ce que t'avais déjà trouvé un emploi ? Ouais. Ok, t'as trouvé avant d'arriver ? Oui, en fait, j'ai bougé avec mon entreprise de conseil. Ah, ok. Qui avait aussi une filiale à Dubaï, en Arabie Saoudite. D'accord. Donc, dès que je suis arrivée à Dubaï, je n'ai pas vraiment vécu à Dubaï. Mon pied-à-terre était à Dubaï, mais mes projets étaient à l'étranger. D'accord. Donc, j'ai commencé avec tout ce qui est Arabie Saoudite, Égypte. Donc, des voyages 5 à 6 jours par semaine. Ah, ok. Donc, la première année a été assez intense. Mais du coup, tu connais bien la région, du coup. Maintenant. Ouais, extrêmement bien. C'est cool. Oui, ça t'a plongé dans le bain direct. Ouais, totalement. Ah, ok. Et t'es restée combien de temps dans cette société ? Je suis restée jusqu'à octobre 2023, donc il y a 2 ans. Ah oui, d'accord. Donc, tu as fait quand même plusieurs années dans un monde qui n'était pas du tout celui dans lequel tu es aujourd'hui. Oui, exactement. Ok. Et est-ce que l'idée de... Donc, après, tu as créé ta marque petit à petit. Je peux comprendre l'idée de te dire, tiens, j'aimerais bien un jour créer ma marque de ça, mais comment t'es passée de l'envie, et surtout dans un pays qui n'est pas le tien à la base. Et comment est-ce que tu peux juste nous dire le cheminement un peu déjà personnel de pourquoi tu as décidé de te lancer ? Donc, il y a beaucoup de raisons. La première, c'est que j'ai toujours quand même été relativement attachée à mes cheveux, à la confiance que ça m'apporte. J'ai toujours voulu créer une marque de produits pour les cheveux parce que je ne trouvais pas les produits qui me correspondaient. Ah d'accord, donc ça part d'un besoin personnel que Au tu... début, oui. Okay. Et quand j'étais à Paris, je voulais déjà créer une marque de produits pour les cheveux, j'avais regardé. L'expatriation à Dubaï s'est fait assez rapidement, donc c'est un projet que j'avais mis un peu de côté. Okay. Mais dès que je suis revenue dans la région,
l'idée, en fait, est revenue parce que je cherchais des produits un peu locaux qui m'aident finalement et qui aident les femmes autour de moi à répondre à des besoins spécifiques. Donc, tu le sais autant que moi, l'eau dans la région est quand même assez impactante pour nos cheveux. L'environnement, la pollution, le sable dans l'air. Et moi, c'est l'humidité, c'est un enfer. L'humidité, mais tu vois, en Arabie Saoudite, c'est la sécheresse. Ah, ok. Ah oui, donc en fait, même dans la région du Moyen-Orient, on va dire, il y a chaque pays qui a sa spécificité, même si le climat, on pourrait penser que c'est le même, mais en fait, il y a des problématiques différentes. Ouais, totalement. Ah, ok. Riyad, c'est très, très, très sec. Jeddah, c'est humide. Dubaï, ça reste relativement humide. Donc, on a tous des problématiques différentes. Et les femmes dans la région avec qui j'ai échangé, du coup, au cours de mes voyages, m'ont dit, mais finalement, nous, on a beaucoup de marques de produits pour les cheveux à Dubaï et en Arabie Saoudite, mais elles sont toutes internationales. Il y avait quelques marques locales, mais qui n'avaient pas cette dimension luxe ou scientifique. D'accord. Donc, on avait soit des marques internationales qui répondaient pas à leurs besoins, ou alors des marques, on va dire, un peu plus fait maison, mais qui n'étaient pas testées dermatologiquement. Mais du coup, ça, c'est des choses que tu as appris en faisant des recherches en amont, ou c'est des témoignages que tu as eu une fois que ta marque était déjà lancée? Non, j'ai fait des recherches en amont. Donc, comme je viens du milieu du conseil, c'est quelque chose qui m'a appris à être très structuré et notamment à créer des entreprises. Donc ça t'a vraiment aidé, ça a été un support pour la création de ta marque. Ça m'a donné toute la méthodologie. Et j'ai fait finalement... Donc, mon expérience personnelle m'a donné ces avis clientes, mais en plus, je fais le choix tous les jours, c'est entre guillemets, mais je fais le choix d'être très proche de nos clientes, c'est-à-dire de toujours demander du feedback et de toujours leur demander, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Je t'ai parlé du fait qu'on a lancé un prototype il y a 5 ans. J'avais fait l'erreur de lancer des produits pour mes besoins à moi. Donc, on avait 2 produits, un qui fonctionnait très bien et un qui fonctionnait pas du tout. D'accord. Et je comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai un petit peu demandé aux femmes de la région, mais pourquoi vous utilisez pas ce produit? Elles m'ont dit, mais Lorraine, on n'en a pas besoin. Et on n'a pas besoin d'un sérum, on aimerait avoir des huiles. Donc, c'est pour ça que quand on a vraiment lancé l'entreprise, on a fait en sorte de toujours être proche de nos consommatrices. Et pardon, je t'ai coupé la parole. Non, et quand tu dis que tu as lancé un prototype, est-ce que tu avais déjà lancé ta marque ou c'était avec une autre enseigne ou comment tu as mis en place le lancement? C'était la marque Godia. On avait un logo qui était différent. On avait une formulatrice, on avait établi la supply chain. C'est simplement que quand je parle de prototype, je faisais les deux en parallèle. Mon job de consultante. Ah oui, d'accord. Et j'apprenais, on va dire, sur la marque, m'entourer, trouver les bonnes personnes. Parce que comme tu l'as dit, je viens pas de ce milieu-là. Donc, il a fallu vraiment que je m'entoure des bonnes personnes. D'accord. Parce que toi, du coup, tu as fait, donc, on va dire, les bases administratives, éveil et projet, etc., toute seule, je suppose, en parallèle de ton boulot. Et après, quand tu as eu besoin d'une formulatrice, par exemple, tu as fait comment? Tu as contacté des gens que tu connaissais déjà ou... Non, c'est très étrange. J'ai contacté beaucoup de personnes sur LinkedIn et personne ne me répondait. Et j'envoie un dernier email. Vraiment, j'envoie un dernier email de désespoir. Je me souviens de dire à mes amis, c'est le dernier, maintenant j'arrête. Ah, ok. Et mais dans ton email, c'était quoi? C'était je cherche quelqu'un qui sait faire ça, voilà mon projet. Voilà mon projet. J'avais un brief. Je veux développer des produits naturels, locaux. Je suis intéressée par utiliser la date. Même j'aimerais explorer les propriétés de la date. Et donc tu cherchais des gens qui avaient l'expertise terrain, on va dire, un peu qui te manquait. Et j'ai eu beaucoup de chance. Cette formulatrice me répond. C'est l'ancienne GM d'une usine de cosmétiques à Dubaï, française. Donc, elle avait toutes ces techniques très françaises et elle m'a énormément appris. Ah, mais c'est trop bien. Elle m'a beaucoup suivie. C'est plus notre formulatrice maintenant parce qu'elle a décidé de retourner en entreprise et de plus être formulatrice. Mais elle m'a énormément appris sur tout ce qui est suivi de projet, développement. Ah, c'est trop bien. Et quand tu dis formulatrice, c'est... c'est comme si, je vais simplifier de manière très pragmatique, mais c'est comme une recette de gâteau. C'est quelqu'un qui va faire différents tests pour mettre ensemble comme une sorte de recette de gâteau, 200 grammes de farine. Donc toi, tu lui as dit, voilà les produits que je veux développer, et elle t'a apporté le côté plus... ce qu'elle peut faire. Scientifique, d'accord. Et en même temps, en respectant mon budget, parce que tu peux faire n'importe quelle formule. C'est ce que j'allais te demander niveau financier. Je suppose que tu as dû mettre un peu d'argent personnel au début, mais je suppose qu'au bout d'un moment, tu as dû quand même aussi trouver d'autres fonds. Et c'est arrivé à quel moment, ça? Alors, l'argent personnel que j'ai investi, c'est arrivé au niveau du prototype. Oui, tu es obligé de mettre un peu beaucoup d'argent pour créer un prototype. C'est la recherche et développement, importer les packaging, faire les productions, c'est quand même quelque chose qui est assez coûteux. Et une fois que le prototype a été lancé, 2-3 mois après, je suis toujours encore dans le conseil
Ah oui, donc tu avais toujours ton salaire ouais, consulting. Je prends l'avion et je rencontre quelqu'un qui est dans le conseil, mais ancien entrepreneur. Sa boîte s'est fait racheter par un cabinet de conseil et on commence à discuter. Donc, je lui explique un peu mon projet, alors que j'étais pas de bonne humeur ce jour-là, mais on commence à discuter. Et il trouve ça génial. Et il me dit, écoute, j'aimerais te mentorer et te mettre en relation avec d'autres investisseurs parce que c'est un projet auquel je crois. Trop bien. Vous utilisez la date qui est quand même le fruit, l'élément emblématique de la région. Je vois que le projet est assez avancé et on a des produits réels, donc tu nous prouves que tu peux le faire. Grâce à tes prototypes. Grâce aux prototypes. Trop bien. Est-ce que tu es d'accord pour pitcher des investisseurs? À ce moment-là, ma vie est complètement... Je bosse de 8h du matin à 2h du matin. J'ai pas le temps de réfléchir pendant des heures, donc je lui dis oui. D'accord. Ouais, vraiment. Donc là, je lui envoie un pitch deck. Il me dit, je vais pitcher le ministère de l'Industrie. Voilà, moi, je me dis, oh là, c'est en Arabie Saoudite. Ah oui, en Arabie Saoudite. Ouais, tout est Arabie Saoudite. Je dis, pourquoi pas? Il revient vers moi, écoute, le projet est trop petit. Moi, sans surprise, je me doutais bien que... Parce que c'est lui qui a fait le pitch. Ce pitch-là, oui. Le premier, d'accord. Et ensuite, il me dit, mais en revanche, il y a des personnes de mon réseau qui sont intéressées pour investir. Est-ce que toi, tu voudrais les pitcher? Encore une fois, je voyage tout le temps, mes projets sont hyper intenses. Je ne réfléchis pas, je dis oui. En même temps, c'est peut-être difficile de dire non aussi, quoi, parce que... Exactement, mais t'as une petite peur quand même. Bien sûr. Et j'étais contente d'être très occupée parce que j'ai pas eu le temps d'écouter. Oui, tu dis que t'étais un peu dans ton tunnel, donc du coup, t'as pas eu le temps de lever la tête et de te dire, ouais, attends, peut-être que c'est trop, peut-être que... Ok, exactement. Je comprends. Donc, je suis assez contente parce que je pense que si je l'avais trop rationalisé, peut-être que j'aurais eu plus peur et que j'aurais été paralysée. Là, en fait, j'ai juste foncé. Donc, je pitch ces investisseurs saoudiens. En Arabie Saoudite, du coup. Mes investisseurs sont saoudiens. Et je connais très bien le marché parce que j'y passais 5 jours par semaine. D'accord. Et donc, c'était pas un environnement que tu connaissais pas du tout, mais par contre, que tu t'avais pas encore découvert d'un point de vue entrepreneur. Non. En revanche, je faisais des projets, si je le connaissais d'un point de vue entrepreneur, parce que j'étais advisor pour le ministère Monchat. Ok. Donc, petites et moyennes entreprises, comment est-ce qu'on fait pour soutenir les petites et moyennes entreprises? Ah oui, d'accord. Donc, ça t'a quand même servi quand t'as dû faire tes pitchs. Ouais, totalement. Je connaissais vraiment bien le marché d'Arabie Saoudite. J'avais beaucoup d'amies saoudiennes. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et ils me proposent d'investir. Ah oui, donc ça a marché tout. Enfin, je veux dire. Je fais mes 3 pitchs avec eux, ce qui a été relativement rapide pour la région. Ok. Et là, ils me disent, Lorraine, on veut investir. Mais trop et c'est à ce moment-là que je réalise un petit peu. Tu t'es dit, waouh. Je me souviens, j'étais au Sri Lanka, censée être en vacances, et je faisais mes pitchs de levée de fonds. T'es la bonne copine en vacances, toi, la copine en vacances qu'on voit pas du tout des vacances. Exactement. J'en ai plein des comme ça. C'est ce que j'essaye de changer, mais j'ai été. Ça me fait rire parce que Marie, donc que j'ai posté il y a 2 épisodes, je crois. Ouais. Pareil, vu qu'elle est traiteur à son compte, en fait, s'il y a quelque chose qui tombe, un événement, même si elle est à l'étranger, elle est obligée de le gérer. Et je sais qu'elle est aussi partie avec une amie aussi au Sri Lanka, c'est pour ça que ça me fait rigoler. Et qu'elle m'a dit, j'ai passé mes vacances à bosser, en fait. Donc c'est pour ça que ça me fait rigoler. Ouais, ok, donc du coup, t'es censée être en vacances, mais tu prépares tes pitchs. Ouais. Et là, ils me disent, Lorraine, on veut investir, mais il faut que l'entité soit saoudienne. Okay. Et là, petite complexité, c'est-à-dire que pour ouvrir une entité saoudienne et que moi j'ai des parts dedans, il faudrait à peu près 5 millions de dollars de capital. Ce qui n'était pas possible et ce qui n'était pas le montant de l'investissement. D'accord. Donc là, j'ai eu pas mal de rendez-vous avec des avocats. On a trouvé une solution au final sans avoir à mettre ce montant. Mais ça a été une petite période d'alignement. Okay. Moi, j'étais encore dans le conseil vu que j'ai quitté septembre-octobre 2023. Ouais, t'étais encore salariée. Ouais. Donc tu faisais les deux en même temps. Oui, mais j'étais très optimiste avec la vie. Même si je dormais pas, c'était pas grave. Allez, c'est pas grave. Tant que je terminais mes tâches, j'étais heureuse. Non, mais t'étais en mode robot, quoi. Ouais, c'est exactement le mot. J'étais vraiment en mode robot. Et du coup, septembre 2023, me voilà lancée à temps plein dans l'aventure Godia. Donc, le fait d'avoir des investisseurs qui te suivent, je suppose que c'est ça qui, financièrement, du coup, t'a permis de te dire, OK, là, je peux lâcher mon job. Et ça a été aussi une de leurs requêtes. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas investir sur quelqu'un qui allait se donner à 100% oui, aussi en fait, dans ça paraît logique maintenant que tu dis ça, mais dans un autre milieu. D'accord. Pour eux, ils voulaient que je sois dédiée à 100%. Ok, mais du coup, en même temps, ça peut être rassurant sur le soutien qu'ils t'apportent. C'est en mode, c'est all-in, quoi. T'as pas le choix, t'as pas le choix de te mettre à fond dedans. Et ils ont été vraiment, c'est des Saoudiens, et ils ont été extrêmement bienveillants. Tu vois, par exemple, mon premier pitch de levée de fonds, on a eu la conversation ils allaient investir, c'était il y a 2 ans et quelques, sur une nana qui approchait les 30 ans, j'avais 27 ans et demi à l'époque. Quand est-ce que Lorraine, tu vas avoir des enfants? Et ils étaient très supportifs sur le fait
et des enfants quand tu veux. Ah. Juste ayons cette conversation. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est pas souvent le cas quand même. Et on parle de dans le monde Saoudiens. entier. Hein. Oui, non, mais en plus bien sûr, Arabie Saoudite, avec un peu tous les clichés qui peuvent aller avec. Mais je veux dire, même en Europe où on est censé être un peu plus ouvert sur ce genre de questions. Et encore une fois, je dis ça, c'est pas du tout à charge parce que c'est pas du tout le cas. Mais moi, je vois dans mon entourage, en France, j'entends. Le nombre d'entretiens d'embauche avec la question qui revient et c'est pas du tout des questions bienveillantes. Ouais, quoi. bah non. Ok. Ah oui, donc supportif à fond, que ce soit pour ton rôle d'entrepreneur, mais aussi dans ton rôle d'entrepreneur personnel. Femme, on va dire. Ouais. Ok. Et j'ai été très, très, très surprise. Et j'ai senti que la question n'était pas une question de on veut te blâmer. Non, au contraire, on sait que tu es à un âge où tu auras sans doute des enfants prochainement. On veut juste en discuter. Qu'est-ce que tu en... Oui, pour s'organiser, quoi. Pour qu'on s'organise. Mais à aucun moment, c'était on te remplacera à autre chose. Pas de pression, quoi. Et c'est des questions. C'est tellement chouette. Ce serait bien que ce soit comme ça partout. Ouais. Et venant des Saoudiens, ouais. où on a quand même, comme tu disais, des préjugés qui sont très... bah, des préjugés déjà de certains pays. Et en plus, le fait que ce soit l'homme qui est un peu en position de force, entre guillemets, parce que le fait de dire j'investis dans ta boîte, ce qui va te permettre de la lancer, c'est un peu toi qui es en position de force par rapport au projet. Mais que ce soit un homme en position de force, entre guillemets, avec une jeune femme en face, ça peut déjà de base créer un peu pas un gouffre, mais des positions qui sont un peu mal interprétées. Mais du coup, c'est hyper intéressant de savoir que t'as pas du tout vécu ça comme ça et que ça a pas du tout été le cas. Et ça se passe extrêmement bien. C'est des gens bienveillants, intelligents, intéressants. J'apprends beaucoup à leur côté. Et c'est trop bien. Parce que du coup, ce qui m'intéressait aussi, c'était ton parcours d'entrepreneur, mais en tant que femme aussi, comment ça s'est venu un peu en toi. Donc, t'as pas du tout vécu de challenge particulier sur le fait d'être une entrepreneur femme par rapport à certains projets masculins, par exemple, que tu as pu... Ok. Au contraire, j'ai trouvé que c'était une force dans la région d'être une femme. Ok. Où, justement, dans des pays comme l'Arabie Saoudite, ils ont vraiment envie de donner la parole aux femmes. Ça a changé récemment, il y a 7-8 ans, on le sait. Mais je me suis toujours sentie soutenue, écoutée. Et en fait, ce qui est très différent de l'Europe, c'est que je suis une femme française, européenne, et je crée une marque dans leur pays pour les femmes locales. D'accord. On peut se dire, mais où est la légitimité ? Et j'ai eu ce problème-là à un moment donné envers moi-même. D'accord. Mais eux, la manière dont ils le voient, c'est merci. Tu es là pour faire rayonner notre pays, tu nous mets en avant. Et moi, je sais que j'en parlais beaucoup avec mes investisseurs au début en disant, mais est-ce que il y aura pas un problème de légitimité ? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelqu'un de saoudien, une femme saoudienne aussi ? En fait, pas du tout. Là, je pense à un seul challenge que j'ai eu en tant que femme. C'était quand j'étais dans le conseil. À un moment, j'étais consultante pour une banque islamique. D'accord. Et c'est une petite anecdote, ça n'a pas duré longtemps. Mais en fait, quand je suis arrivée pour me présenter au client, je vais au 4e étage parce que ce client est au 4e étage. Et je sens que l'atmosphère est un peu bizarre, mais bon. Et je me présente au client, je sens quand même qu'on me regarde. Je me dis, je vais aller à la cafétéria prendre un café. Pareil, je vois pas une seule femme, les gens me regardent, je trouve mon boss et je dis bon, un peu étrange ce client, je devais porter le voile en plus, alors que ça faisait quand même des années qu'on portait plus le voile en Arabie Saoudite. D'accord. Et mon boss me dit mais comment ça, tu es allée au 4e étage ? Je dis ben, je vais me présenter au client comme d'habitude. Il me dit mais Lorraine, les femmes ne sont pas autorisées au 4e étage. Ah oui, d'accord. Et j'étais la première et seule femme dans cet étage-là. Et pendant des semaines, j'ai dû prendre les réunions dans une pièce à côté en visio. Donc, tous les hommes étaient d'un côté et moi, j'étais dans la pièce d'à côté en visio, ce qui était super étrange. Et au bout de quelques semaines, ils sont vraiment habitués à moi. Ils ont eu besoin de moi, surtout. Donc, j'ai été acceptée dans cette pièce-là. Mais ça a été... ils en parlent encore de la petite Française qui a débarqué au 4e étage. Mais en toute confiance. Mais ça a été vraiment la seule fois. Et c'était parce que c'était une banque islamique où aussi les employés étaient plus âgés que la plupart des avec leurs propres règles, mais juste t'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Que les prototypes, est-ce que c'est des produits que tu as gardés ou est-ce que... Parce que tu dis qu'il y avait un sérum que tu n'as plus, que tu n'as pas continué à développer, c'est ça ? Et le mist, donc on avait un sérum et un mist. Donc le sérum, comme je disais... On avait un peu... c'était un produit qui fonctionnait très bien, que j'adorais personnellement, mais qui ne correspondait pas à la région. Aux besoins de la région. Ouais. Et des prototypes, pardon, je te coupe, est-ce que tu les as déjà vendus ou est-ce que tu les as juste fait tester à des gens qui te faisaient des retours ? On en avait vendu quelques-uns dans des pop-up, mais j'ai pas eu le temps parce qu'on a lancé, je crois, en septembre, si je dis pas de bêtises, 2022. Ok.
Et j'ai commencé les discussions, même octobre 2022. Et j'ai commencé les discussions avec des investisseurs en janvier 2023. D'accord. Et juste revenir sur tes premiers pop-up, comment t'es passé de... du coup, on a compris que tu avais eu ce contact avec la formulatrice qui t'a aidé, qui avait aussi un carnet d'adresses, je suppose. Oui. Parce que quand tu disais la production, du coup, tu as aussi dû trouver des usines qui ont accepté de produire tes prototypes. Donc ça, c'est tout grâce au carnet d'adresses de la formulatrice ou c'est aussi toi qui as trouvé des... J'ai eu une chance exceptionnelle. Cette formulatrice, c'était l'ancienne GM de l'usine dans laquelle on fait produire. Ah bah oui, tu l'as dit, oui. Et qui avait formé la personne qui était en charge de tout le projet, qui était aussi française. Ok, donc tout s'est aligné comme il faut, quoi. Vraiment, tout s'est aligné, chouette. Une chance exceptionnelle. Et quand on crée une marque, on veut aussi que tout soit complètement parfait. Ouais, bien sûr. Ouais, et parfois, ce qui est un compliment. Hein. Parce que pour avoir eu la chance de tester les produits, le packaging et tout, ça se voit que ça a été réfléchi et que c'est hyper beau. Donc ça ne m'étonne pas que tu t'es pas dit, allez, vas-y, je vais faire ça et puis on verra. Non, mais elle m'a beaucoup appris dans le sens où il faut aussi penser rentabilité, praticité. Oui, bien sûr. Elle me donnait des conseils en disant, si tu veux que tes produits soient livrés dans un bon état, tu les mets dans une boîte de délivré et tu les jettes contre un mur. Et moi, je me disais, mais elle est complètement folle. Et elle me disait, mais Lorraine, je crois que c'est comment que les gens vont utiliser tes produits. Donc, elle m'a vraiment aidée dans toutes les étapes. Ah, c'est trop bien, ça. D'utilisation du produit, sourcing des packaging. Oui, aussi tout l'aspect pratique. Auquel on pense peut-être dans un second temps. Moi, je faisais des benchmarks et je voulais, parce que tu sais, ancienne consultante, je lui donnais tous les briefs possibles et inimaginables. Elle me disait, mais Lorraine, ça c'est exceptionnel. Mais est-ce que vraiment tu veux investir ce montant? Donc, c'est comment faire au mieux avec l'argent que tu veux investir. Elle m'a beaucoup appris. Ah, c'est trop chouette. Et après, pour tout ce qui est des pop-up, etc., c'est venu au fur et à mesure en parlant. J'en ai pas fait beaucoup. Au tout début, quand il y avait le prototype, on en a fait un. Ok. Et on a eu peu d'opportunités, sachant que j'étais quand même à 100%. Mais c'est à toi de contacter les lieux, je veux dire, en disant, c'est toi qui te proposes, quoi, au début. Là, on m'avait proposé, mais c'est parce qu'à l'époque, j'avais contacté, je crois, un accélérateur ou un incubateur. D'accord. Je sais plus comment il s'appelle, où il me faisait du mentoring. Oui, bien sûr, ok. J'ai toujours voulu m'entourer des bonnes personnes, parce que très bien, j'ai une certaine méthodologie, mais je viens pas de ce milieu-là. Ouais, je comprends. Donc, j'ai toujours voulu m'entourer des bonnes personnes. D'accord. Oui, donc c'est à force de prise de contact où ça t'a ouvert un peu les opportunités. Ouais. Ok, du coup, on refait un saut dans le futur. Du coup, là, tu as tes investisseurs, tu quittes ton boulot, donc là, tu te lances à fond. Oui. Et entre ce moment-là et le moment où tu sors, parce que c'est 2 huiles que tu as sorties en premier. Oui. Et du coup, il y a combien de temps qui se passe entre le moment où tu sais que tu as les fonds, donc tu montes ton entité en Saoudi, et le moment où tu lances tes 2 premiers produits officiels, on va dire. Un peu plus d'1 an et demi. D'accord. Ok. Parce qu'on a on a recréé la marque, entre guillemets, on a gardé que le nom qui s'appelle Gaudia. Mais sinon, on a vraiment recréé la marque, on a recréé le logo, on a ressourcé des packaging, on a repensé des formules. On avait cette fois-ci, on a refait des business plans à 5 ans. Parce que du coup, tu as dû tout réadapter en fonction Arabie Saoudite ou il y a des choses que tu as pu garder J'ai tout réadapté. Tu as tout réadapté. Et je voulais tout réadapter pour avoir des bases hyper saines. Et c'est une discussion que j'ai eue avec mes investisseurs. Soit on y va plus vite et on lance plus vite, mais je suis pas sûre d'avoir des bases saines. Soit on prend ce temps-là pour vraiment réfléchir à notre stratégie de prix, réfléchir à notre business plan, sourcer, avoir une supply chain qui est super bien établie et qui est cost efficient. Soit on y va rapidement, mais derrière, je pense qu'on passera beaucoup de temps à faire de l'opérationnel et à tout régler. Est-ce que le fait d'avoir des investisseurs en Arabie Saoudite, est-ce que c'est venu avec aussi certaines obligations pratiques parce que je sais que dans certains milieux, tu dois travailler avec un certain nombre de salariés saoudiens ou des choses comme ça. Donc toi, ça a aussi changé un peu ta méthodologie de travail parce qu'au début, tu travaillais toute seule et donc du coup avec la formulatrice. Oui. Mais tu n'avais pas forcément d'équipe autour de toi. Non. On a embauché, donc oui, c'est arrivé avec certaines obligations qui sont pas vraiment des obligations, mais qui sont plus des si jamais on le fait, c'est bien, c'est mieux. Et ça aussi permet de manager les relations avec les investisseurs. Moi, ce qu'ils voulaient, c'est que je fasse produire en Arabie Saoudite. D'accord. Oui, ce qui paraît logique au final. Ouais. Ce que j'ai commencé à faire, sauf que finalement, l'usine que j'avais en Arabie Saoudite ne correspondait pas à nos critères. Ah mince, ok. Et vraiment, la décision d'investissement dépendait finalement de ma production en Arabie Saoudite. Bien sûr. Et je leur ai dit, c'était à Pâques, je crois, 2024. Ok, donc où on avait les matières premières qui étaient déjà arrivées en Arabie Saoudite, etc. D'accord. Je leur ai dit, j'ai bien réfléchi.
ça va être quand même très pénible de rapatrier les matières premières et de changer d'usine, mais je me sens pas confiante du point de vue des consommateurs de produire en Arabie Saoudite avec cette usine-là. D'accord. Je propose qu'on rapatrie sur notre ancienne usine parce que je fais confiance à la GM, parce que je connais leurs normes de réglementation. Et l'ancienne usine qui était à Dubaï. Oui. Ok. Et ils ont accepté. Ok. Et ils ont continué à financer. Ils t'ont quand même laissé une certaine liberté par rapport au fait que tu étais confiante dans ta marque et que tu savais de quoi tu parlais, quoi. Et donc, ils ont compris que parfois, tout se passe pas comme prévu. Oui, bien sûr. Et que notre but est vraiment de délivrer des produits qui soient quand même efficaces. D'accord. Qui protègent le consommateur. Donc oui, au final, pour servir la marque à la fin, quoi. Donc ça, c'était le numéro 1. Et le numéro 2, embaucher localement. Là, on travaillait beaucoup plus avec des freelances, mais oui, quand on peut, on embauche localement. Mais si jamais il y a quelqu'un qui m'est recommandé, qui est français, qui travaille en France, qui est un très bon freelance, je m'empêche pas du tout de m'entourer des bonnes personnes. Ils sont très ouverts à mes... en fait, à aussi mes besoins. On a toujours une idée, et mon investisseur me le dit tout le temps, si un business plan n'évolue pas, c'est qu'on n'avance pas. D'accord. Donc ils sont très ouverts au fait que oui, les choses vont évoluer, les choses vont changer. Et je leur explique aussi pourquoi. Les points positifs, les points négatifs, ça reste argumenté. En plus, t'es dans un environnement qui, enfin, de mon point de vue de petite consommatrice, qui évolue aussi beaucoup. Donc je suppose que c'est aussi très changeant. Donc tu dois aussi un peu, toi, suivre un peu les tendances et te réadapter un peu au marché. Les tendances, c'est quelque chose qui, oui, totalement, qu'on prend en compte, mais j'ai pas envie de développer des produits qui s'inscrivent que dans les tendances. Ok. Mon but, c'est vraiment de développer des traitements ou des bons basiques dont tu auras toujours besoin. Parce qu'on sent qu'il y a toujours des nouvelles tendances, qu'il y a toujours des choses nouvelles, mais elles s'effondrent et elles changent extrêmement vite. Alors que si on développe des produits dont tu auras toujours besoin sur des problèmes qui n'ont pas été, adressés, à ce moment-là, avec des produits qui sont testés, prouvés, alors je pense que c'est beaucoup plus durable. Je trouve ça assez simple de créer des marques qui vont pas durer, mais mon but est vraiment de créer une marque qui dure. Et c'est dans tout ce que je fais, j'essaie de penser à ça. D'accord. Est-ce que dans 5 ans, j'aurai encore besoin de ce produit? Est-ce que dans 10 ans, j'aurai encore besoin de ce produit? Bien sûr, on va les repenser, on évolue toujours et c'est très bien d'évoluer. Mais au moins ta base, elle est saine, comme tu disais, et tu sais pourquoi, tu sais à quel problème ça répond. Et non, c'est hyper intéressant. Mon but, c'est de créer des bons basiques. T'as un joli pull en cachemire dans ton armoire. Fait 10 ans que tu l'as, il a pas bougé, il fait toujours son effet. J'ai vraiment envie de développer ce genre de produit. C'est intéressant. Et du coup, donc pour on va dire transformer l'idée de marque que tu avais dans ta tête et l'adapter à la région dans laquelle tu vivais, si j'ai bien compris, donc tu t'es inspiré des traditions locales, donc plus saoudiennes du coup, des retours que tu avais aussi de tes amies saoudiennes. Donc pour répondre à des besoins spécifiques comme l'humidité, plus le climat sec. Le port du voile. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que parce que ça abîme plus les cheveux ou c'est quoi Au niveau du cuir chevelu, en fait, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ont le cuir chevelu qui est beaucoup plus gras rapidement. Ou il y a d'autres femmes qui disent, moi en fait, j'ai le cuir chevelu qui est beaucoup plus sec. Ah ok. Donc ça impacte plus le cuir chevelu, c'est juste le fait d'avoir la tête couverte ou c'est la tête couverte ou par exemple si tu as les cheveux mouillés et que tu mets le voile directement, j'avais pas pensé à ça. C'est pas quelque chose qui est forcément recommandé d'un point de vue santé du cuir chevelu ou du cheveu. D'accord. Et c'est des sujets qui sont pas adressés de la part des marques internationales. Un Kerastase ne va pas en parler. Oui, bien sûr. Donc voilà. C'est hyper intéressant. Donc, tu as commencé avec 2 huiles. Oui. Et je suppose que tu avais déjà une liste un peu de produits auxquels tu pensais. Mais du coup, je suppose que tu t'es d'abord concentré sur les huiles. Oui. Et après, est-ce que c'est une fois qu'elles ont été commercialisées que tu es passé à un autre produit ou est-ce que tu as développé un peu plusieurs produits en parallèle? On a développé plusieurs produits en parallèle parce que la recherche et développement prend du temps. D'accord. Donc, on a commencé, même avant de lancer les huiles, on avait déjà notre plan d'innovation de produits à 2 ans. Ah, ok, d'accord. Mais juste, on a choisi de séquencer le lancement de produits pour plusieurs raisons. Déjà, coût financier, pour apprendre des retours des consommatrices et de pouvoir réadapter les prochains produits si on a besoin, même si on avait déjà des bases. Donc, les huiles, je voulais vraiment lancer 2 huiles qui stimulent la croissance, réduisent la chute, mais sont adaptées à ton type de cuir chevelu. Okay. Soit normal to dry, soit gras oily. Et c'est quelque chose que finalement les autres marques ne faisaient pas parce qu'elles avaient des huiles qui étaient pour tout type de cuir chevelu. D'accord. Qui d'un point de vue, capillaire, n'est pas la meilleure chose à faire si vraiment tu vas avoir un traitement pur. Oui, qui est adapté vraiment à tes besoins. Ouais. Donc au début, c'était vraiment une démarche très traitement.
Ensuite, on a lancé un mist qui protège des agressions extérieures, la pollution, le sable dans l'air. D'accord. Et qui hydrate. Donc, c'est pour ça qu'on a de l'acide hyaluronique qui va vraiment retenir l'hydratation dans ton cheveu. Et tu as la date qui est antioxydant. Oui, il y a de la date dans tous tes produits. Ouais. Ça reste la base. La base. Et parce que toi, ta volonté, pardon, je t'ai encore coupé ta volonté, c'était donc d'avoir des produits avec des ingrédients naturels. Oui. Mais en même temps, si j'ai bien compris, ça a été tout développé dans on dit des laboratoires, je suppose, pour avoir vraiment une efficacité aussi scientifique dans le produit. Toi, ta volonté, c'était vraiment d'allier les côtés tradition et produits naturels, mais un peu recettes ancestrales, etc., mais avec l'innovation actuelle et des produits plus modernes, c'est ça? Oui, exactement. À chaque fois, on a un ingrédient local qui a des bénéfices prouvés, avec finalement des actifs un peu plus innovants, l'acide hyaluronique, les céramides, et on fait en sorte que les produits fonctionnent. Moi, j'avais une énorme frustration où j'utilisais souvent des produits complètement naturels et je voyais pas ni la sensorialité ni les bénéfices. D'accord. Là, je veux qu'on fasse en sorte d'avoir sensorialité, bénéfices, et en même temps que tu te sentes que les femmes saoudiennes ou les femmes locales, ou même nous, on sente qu'il y a une histoire derrière, qu'on se rattache à quelque chose. Parce que je voulais vraiment réconcilier tous ces aspects. Et souvent, on m'a dit, mais non, réconcilie pas tous les aspects. Et ça me paraissait impossible de créer une marque. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, on offre des produits sans compromis, parce que je refusais de faire un compromis toi, sur ça a été un des quelque aspects. chose qui a vraiment guidé la création. Ah, ok. Non, là, tu vois, par exemple, on développe 2 nouveaux produits. Ils sont bien à 80%, mais je refuse et je continue de demander à ce qu'on les développe parce que j'ai pas l'aspect de la sensorialité. D'accord. J'ai pas l'odeur qui fait que tu vas te sentir bien d'utiliser ce produit. En plus, vraiment, l'odeur de ces produits, je me sens qu'on pourra la tester, ils sont vraiment trop bons. Parce que je crois que tu m'avais dit que tu les as, pour l'odeur, tu es aussi passé avec un parfumeur, c'est ça? On travaille avec un parfumeur pour que les parfums soient aussi naturels, pour pas que ça impacte ton cuir chevelu, ton cheveu. Donc voilà. Mais ouais, non, vraiment, je dis pas ça parce que t'es en face de moi, mais l'odeur, elle est incroyable. Enfin, moi, je sais que j'ai eu la chance, comme j'ai de les tester. Et moi, j'ai accouché il y a 3 ans. J'ai jamais eu, comme vous pouvez voir, un volume de ouf, mais j'ai vraiment galéré après... Les 6 premiers après l'accouchement, je me disais, nickel, j'ai aucun impact et tout. Et un jour, je prends ma douche et là, je sens un truc qui coule derrière mes jambes et je me dis mais qu'est-ce que c'est? Et en fait je perdais des boules de cheveux, donc je sais que c'est normal avec la chute d'hormones, etc. Enfin je sais pas exactement si c'est que à cause de ça, mais je sais que la plupart des femmes perdent un peu leurs cheveux après l'accouchement. Mais moi je me disais j'en ai déjà pas beaucoup, donc je vais faire comment? Stressant, et forcément tu te rattaches à des marques peut-être européennes que tu connais de réputation, parce que moi j'avoue je suis pas experte là-dedans. Tu m'avais gentiment fait découvrir tes huiles et vraiment, mais honnêtement, j'ai senti que ça me faisait du bien. Même si au final, les 2-3 premières fois que tu les utilises, tu peux pas dire, je sais que dans 6 mois, ça va aller mieux, mais je sentais juste après les avoir appliqués. Donc j'avais appliqué tous tes conseils, soit en masque, soit après m'être coiffée, etc. De toute façon, tout est bien expliqué dans tes petits coffrets. Mais je sentais vraiment que ça leur faisait du bien. Et quand j'arrêtais de les utiliser, je reperdais un peu mes cheveux. Et du coup, j'ai essayé de refaire un traitement plus en fond et tout. Et depuis, de toute façon, je suis une cliente fidèle. Oui, parce que j'aime trop. Et vraiment, ton masque, il est incroyable. Donc ça me faisait vraiment plaisir de mettre en avant ton parcours, parce que je trouve que tu as une marque qui est très aboutie et que ça se sent qu'il y a de la passion derrière, mais aussi le côté très structuré, que tu sais dans quoi tu t'es lancé. Et vraiment, je suis très admirative de dire, je vis dans un pays qui est pas le mien. J'ai trouvé des investisseurs encore dans un autre pays, parce qu'au final, même dans ta vie perso, je suppose que ça impacte le fait que tu es souvent en déplacement, etc. Ça doit pas être toujours facile à gérer niveau organisation. J'ai la chance d'être très soutenue de la part de mon mari. À l'époque, quand j'étais dans le conseil, je voyageais vraiment 5 jours par semaine. Oui, tu avais déjà un rythme. Été habituée. D'accord. D'un point de vue personnel, on est aussi assez indépendant. Mais c'est vrai que j'aurais jamais fait tout ça si j'avais pas été aussi bien entourée. Ouais, c'est quand même c'est bien de le dire. De prendre des risques quand on est bien entouré, c'est toujours plus simple. Oui, ça fait moins peur peut-être. Ouais, totalement. Oh, c'est chouette, c'est hyper intéressant. Et du coup, là, vous en êtes à... Enfin, je dis vous parce que je suppose que tu as quand même une équipe autour de toi, mais je sais que c'est quand même toi qui est le cerveau pensant des nouveautés. Mais du coup, là, donc, vous avez 2 huiles, un mist et le masque qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, le masque est mon petit favori. Je suppose que je crois que moi aussi. Moi, j'ai les cheveux quand même épais, et les femmes saoudiennes ou locales ont les cheveux quand même épais, bouclés, beaucoup plus, avec une texture complètement différente de la nôtre. Et elles avaient exactement le même problème que nous. Ah ouais? Ah tu vois. Le fait que les masques soient trop épais et difficiles à rincer. Et tous nos produits sont faciles à rincer.
nourrissent en profondeur, mais aucun ne va te rendre les cheveux gras. Du coup, pour la suite, quels seraient tes projets? Je suppose que tu as déjà des produits qui sont en développement. Oui. Donc, début 2026, 2 nouveaux produits. Ah, déjà là? Ouais, cool. Pour compléter la gamme. Donc, on aura la gamme de 6 produits complète. D'accord. Je vous laisse deviner, mais ce sera les bons basiques dont vous aurez besoin. Je vais faire des petits paris. Ouais, exactement. Lancement du travel size. Lancement aussi des produits format salon. Oh, génial. En 2026. Et développement maintenant à l'international, je dis n'importe quoi, dans la région, les Émirats, l'Arabie Saoudite, vraiment avec des retailers. On a envie finalement, notre envie, c'est d'avoir nos produits dans un maximum de salles de bain possible. Bah écoute, je te remercie énormément de nous avoir partagé tout ça, c'était très très intéressant. Et je te souhaite plein de succès déjà avec Gaudia Beauty, encore une fois marque que j'adore. Et aussi dans ta vie personnelle, dans tous tes projets. Merci encore beaucoup et puis bon courage pour la suite de tes aventures. Merci mille fois Audrey de m'avoir reçue, c'était génial, je suis très touchée. Et je te souhaite aussi tout le succès personnel, professionnel. Merci, c'est gentil. On peut souhaiter. À bientôt. À bientôt Audrey.